Hello les amateurs du 7e art. On se retrouve pour la deuxième partie de l'interview avec Patrick Borg. Le 7e art à domicile. Le 7e art à domicile sur Jesseline TV. Alors, vous êtes aussi directeur artistique. Voilà, je te bafouille un peu. Mais directeur artistique, ouais, mais il y a des mots, tiens, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas toujours facile de faire du doublage parce qu'on découvre le texte, ça défile sur une bande rythmo et croyez-moi, ça va vite, surtout quand c'est écrit très serré parce que le comédien à l'image parle très très vite. Alors, il y a des moments, nous aussi, on a la langue qui fait des nœuds, hein. Eh bien, on se plante et on recommence dans ces cas-là. C'est pas grave. Le principal, c'est le résultat. Quels ont été vos projets en tant que directeur artistique? Là, j'ai aucun projet en tant que directeur artistique puisque j'ai arrêté la direction il y a déjà une dizaine d'années pour des raisons personnelles. Et puis j'aimais moins la façon dont ça se passait. Voilà, ça ne regarde que moi. Donc j'ai arrêté. Je ne dis pas que je ne pourrais pas en refaire si on me proposait quelque chose qui m'intéresse véritablement. Mais voilà, je ne cherche pas non plus. Et quand on cherche pas, ben, il est rare qu'on vienne vous chercher. Surtout que je bosse quand même maintenant beaucoup moins, voire même très très peu, depuis que je ne vis plus à Paris, que j'ai pris ma retraite et que je vis en Charente-Maritime, donc je suis loin des studios, donc vraiment je vais travailler que s'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment et qui en vaille le coup, et artistiquement parlant et financièrement parlant. Pourquoi? Parce que j'ai des frais de transport, de trucs, d'aller à Paris, 1000 bornes aller-retour, voilà, ça a un coût et que donc là, hier, par exemple, j'ai passé des essais, mais dans un studio à Rochefort pour une série de dessins animés de 52 fois 11 minutes. Dessins animés très très mignons et je peux pas en parler trop parce que ça n'est pas encore sorti. Et donc, on m'a sollicité, les gens apparemment ont beaucoup aimé, m'ont dit, mais Patrick, alors ils allaient essayer d'autres gens, mais ils disent, bon, et on aimerait vraiment travailler avec toi. J'ai dit, écoutez, avec grand plaisir. Donc voilà, j'attends la réponse que j'aurai d'ici peu de temps, d'ici peut-être 10-12 jours, je ne sais pas exactement, et peu importe. Voilà, donc normalement, ça devrait se faire ou pas. Après, bon, faut se mettre d'accord sur plusieurs choses parce que ça s'enregistrerait à Angoulême. Je suis quand même à 4 heures d'Angoulême en voiture. Donc voilà, il va falloir se mettre d'accord. Est-ce qu'ils sont prêts à payer un hôtel et des trucs? Je vais pas partir à 4 heures du matin pour arriver ou à 5 heures du matin pour être à 9h30 en studio et après à 18h30 me retaper 4 heures de voiture. Non. Donc ce sera, je reste sur place s'il y a plusieurs journées d'affilée d'enregistrement et donc voilà, tout ça ça se fera ou pas. Je n'en sais rien, je n'en sais pas plus pour l'instant. Mais voilà, dans les choses nouvelles, je viens de passer des essais sur une série de dessins animés très très mignonnes. Dessins animés français. Donc là, c'est de la création de voix, puisqu'il ne s'agit pas d'un doublage, puisqu'il n'y a aucune voix qui existe pour l'instant. Alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur un doublage, un plateau des anecdotes là comme ça, là, ça me vient pas tout de suite à l'esprit, mais il y en a eu plein. Il y a eu des moments de fou rire. Moi, j'ai tendance à être dyslexique, par exemple. Si je suis fatigué, j'ai la dyslexie. J'ai été gaucher, on m'a forcé à écrire de la main droite quand j'étais mon, mais là, à partir de ce moment-là, je me suis mis à bégayer, à intervertir les lettres. Par exemple, très très fatigué, s'il y a une scène qui fait un personnage qui arrive, bonjour, ça va? Ben, je suis capable d'enregistrer sans m'apercevoir, de faire Jean-Bourg, comment va ça? Et là, les copains qui sont autour de moi, qui enregistrent avec moi, éclatent de rire. Sauf que moi, il me dit, ben, Patrick, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai pas bien joué. T'as entendu ce que t'as dit? Et là, je redis normalement, j'ai dit, comme c'est écrit, j'ai dit, bonjour, comment ça va? Et je m'en suis pas rendu compte. Et là, ils me font écouter, maintenant je le sais, et on entend, alors la scène est bien jouée, on entend, Jean-Bourg, comment va ça? Et là, j'éclate de rire, et voilà, je fais, ah ouais, d'accord. Et donc ça, dans le métier,
Bah, vous faites un truc comme ça fait le tour des plateaux. Hein. Vous rencontrez un autre copain sur un autre plateau la semaine d'après, il fait Jean-Bourg, comment va ça, mon Patrick? Il fait allez vous faire foutre, bande de cons. Et voilà, mais c'est plutôt sympa, c'est rigolo. Est-ce que vous avez déjà rencontré des acteurs que vous doubliez? Ouais, ouais, ouais. Alors avec David Boreanaz, ça a failli se faire et on s'est eu au téléphone. Il était au festival de Deauville à l'époque où j'enregistrais Bones. Et il y a un fan qui était là-bas qui a eu le culot d'aller le voir en disant mais je connais votre voix française. Et David Boreanaz a fait ah bon, vous connaissez le comédien? Il fait parce que j'ai écouté sa voix française. Il dit j'aime beaucoup la voix de ce comédien. Il dit ben je l'appelle. David Boreanaz a dit ok, je l'ai eu au téléphone. Charmant, adorable, il me fait Patrick, j'adore ta voix. Et je lui dis, écoute, moi j'adore ta gueule, on change. Et il a éclaté de rire. Et il m'a dit, mais on peut pas se rencontrer. Il dit, je suis au festival de Deauville. Je dis, écoute, j'aimerais bien venir, mais aujourd'hui je ne peux pas. Je suis en train de doubler un acteur américain, un crétin qui s'appelle, tout ça en anglais bien évidemment, qui s'appelle David Boreanaz dans Bones. Donc il s'est marré. Et je lui dis, mais demain matin, je viens à Deauville, c'est 2 heures de voiture, je viens, on déjeune ensemble, on se balade dans le coin si tu veux voir des trucs, avec grand plaisir. Il m'a dit, Patrick, malheureusement, demain matin, Roissy, et je reprends l'avion demain matin tôt. Et j'ai dit, bah, écoute, ce sera une autre fois, et puis voilà, puis ça s'est jamais refait. J'avais son téléphone, malheureusement, un jour, j'ai perdu mon téléphone. Dans iCloud, j'ai retrouvé la plupart de mes numéros, sauf qu'il y en a pas mal qui avaient disparu, et malheureusement, dont le sien. Ah, oui, ça c'est dommage. Mais bon, voilà, on a eu cette... il l'avait invité dans des conventions où je suis allé, où il voulait inviter David Boreanaz, mais vu le prix qu'il demandait pour venir à une convention sur... je peux le dire, hein, il demandait à l'époque, c'était déjà il y a une dizaine d'années, il demandait 100 000 euros. Donc, faut pouvoir. Ah oui, oui. Alors, avec qui avez-vous travaillé le plus comme autre comédien ou directeur artistique? J'ai- Comme j'ai commencé en 67, j'ai commencé avec tous les vieux de la vieille, ceux qui m'ont appris mon métier. J'ai eu cette chance d'apprendre avec les plus grands. C'était Jacques Thébault, la voix de Steve McQueen. C'était Jean-Claude Michel, la voix de Sean Connery. C'était Henri Djanik, la voix de Kojak et surtout avant d'Anthony Quinn. C'est-à-dire tous les grands du doublage d'après-guerre, tous les premiers qui avaient ces voix et qui étaient des comédiens extraordinaires. Et j'ai eu la chance d'apprendre avec ces gens-là mon métier, c'est avec les plus grands. Après, comme j'ai commencé en 67, ça y est, maintenant je fais à mon tour comme eux l'avaient été, les gens que je viens de citer, parmi des dinosaures maintenant, au bout de 56 ans de métier. Donc après, tous ceux qui ont 20, 30, 40 ans, et ceux qui ont commencé le doublage, pas enfants comme moi, mais qui sont parfois même plus vieux que moi, mais qui me disent, mais Patrick, j'ai commencé le doublage bien après toi. Donc c'est-à-dire que j'ai connu tout le monde dans le métier. Ceux que je ne connais plus, c'est ceux qui sont arrivés il y a 1 an ou 2. Moi, ça fait 2 ans déjà que j'ai plus que ralenti. Et il y a des nouveaux là qui sont arrivés dans le métier que je ne connais pas forcément. Mais tous les vieux de la vieille, tous les grands, que ce soit Richard Darbois, que ce soit enfin tous les grands actuels de tous les âges, je les connais tous, bien évidemment. Alors, à part le dessin animé que vous allez peut-être doubler, quel autre projet vous avez? Pour l'instant, alors je sais vivre. Tout simplement. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans, de 10 à 20 ans, tout en faisant du doublage, mais j'ai fait surtout énormément de théâtre. J'ai tourné aussi un petit peu, et pour la télé, et pour le cinéma, et aux États-Unis aussi pour le cinéma. Donc maintenant, j'ai eu en plus un cancer il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans où j'ai eu un cancer du rein, on m'a enlevé un rein, j'ai failli y passer, je me suis fait, oula, allez, qu'est-ce que je fais? Je continue à passer mes journées enfermées dans des studios, dans le noir, à doubler, à faire mon métier, ou
Maintenant que je suis retraité, que ma maison est payée, que je n'ai plus de crédit, donc moins de frais, que je peux vivre avec moins de besoins, est-ce qu'il ne serait pas temps de partager maintenant des moments avec ma femme et de vivre et de me faire plaisir? Eh bien, c'est ce que j'ai choisi. Alors, je ne refuse pas de travailler, mais il est hors de question, en tout cas, que je revienne un jour à travailler tous les jours, comme j'ai pu le faire à une époque, et j'étais ravi de le faire, hein, parce que je faisais partie des chanceux, même si on ne travaillait pas tous les jours, mais de ceux qui ont eu la possibilité et la chance de travailler beaucoup. Ça, c'est de la chance, c'est un coup de chance. Parce que les métiers artistiques, c'est tellement difficile d'y arriver. J'ai eu la chance que ça fonctionne pour moi et de travailler et de me faire plaisir. Donc ça, je l'ai eu. Mais comme je dis souvent aux fans qui me disent, ah, mais Patrick, j'y m'attendais. J'ai plein d'autres plaisirs dans la vie que je n'ai pas eu le temps de faire, que je n'ai pas pu réaliser à l'époque. Pourquoi? Parce que ce travail de plaisir m'était nécessaire parce que, comme tout le monde, j'avais un crédit sur une maison, sur une bagnole, les enfants. Voilà, fallait que j'assume financièrement. Là maintenant, j'ai plus besoin de ça. J'ai une retraite tous les mois, ma maison est payée, donc j'ai moins de besoin. Je manque de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc maintenant, ben là, je vis à présent sur l'île de Ré. Je vais bientôt bouger normalement. Je dois vendre cette maison et d'ici quelques mois je vais bouger. Mais je me suis fait de bons amis ici et on se reçoit régulièrement les uns les autres. Il y en a qui ont des bateaux de pêche. Je vais à la pêche avec eux. Un autre qu'un voilier. Je m'en vais faire une balade en voilier ou 2-3 jours en voilier. Voilà, c'est-à-dire maintenant je profite du côté agréable de la vie en me disant je n'ai plus besoin de travailler. Alors il y avait le plaisir de travailler parce que j'aime mon métier, je l'aime toujours, mais c'était nécessaire parce que comme tout le monde, on a des factures à payer, il y a des trucs. Maintenant, je n'ai plus ça puisque j'ai la chance, on appelle ça la retraite, d'avoir de l'argent qui me tombe tous les mois. C'est pas une fortune, hein, les retraites de comédiens, mais ma maison étant payée et tout, j'ai de quoi vivre. Voilà, pas comme un milliardaire, loin de là, j'ai de quoi vivre comme plein de gens qui sont à la retraite, quoi. Et je fais pas partie, j'ai pas 5000 balles de retraite comme certains cadres et tout ça, non. Les comédiens, on a des retraites quand même qui sont en dessous. Voilà, mais bon, ça va, je manque de rien. Je suis pas riche, mais je manque de rien. Donc tout va bien. J'ai un toit sur la tête, il pleut pas, j'ai chaud dans la maison, je peux payer mon chauffage, mettre de l'essence dans ma voiture et me faire un petit resto de temps en temps. Ça me suffit. Voilà, les bonnes choses de la vie. Oui, c'est-à-dire les plaisirs tout simples, quoi. Ma femme, elle adore le jardinage, on a 4000 mètres de terrain, elle fait un potager, moi, c'est pas trop mon truc. Ben, quel plaisir de bouffer des légumes du jardin, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, quand je vivais à Paris, bon, avoir un jardin sur son balcon, d'abord, j'avais pas de balcon, donc c'est plus compliqué. Voilà, c'est des plaisirs autres, plus simples, je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais ce que je veux. Je me lève à l'heure que je veux, c'est pas, bah non, je dois être à 9h30 en studio, tiens, boum, faut y aller. Après, j'ai un autre truc l'après-midi, il faut aller je me trimballais en scout, bam, bam, d'un studio à un autre, en cavalant toujours un petit peu, merde, je suis un peu à la bourre, en prenant des risques. Non, maintenant, je vis comme je l'entends, je me couche à l'heure que je veux, je me réveille quand je me réveille, je prends mon petit déjeuner ou mon déjeuner quand j'en ai envie. Voilà, c'est ce qui est merveilleux dans la retraite. Le seul truc moins merveilleux, ça veut dire que déjà on a pris un coup dans l'aile, qu'on est plus vieux quand on arrive à la retraite et qu'il n'y en a pas encore pour des années derrière. Mais en revanche, quel plaisir de pouvoir se dire, tiens, je suis libre, totalement libre. Je ne suis plus obligé d'aller travailler pour gagner ma vie parce que sinon je peux pas payer mon électricité et tout. Ça on peut parce qu'on a justement cotisé. Moi j'ai cotisé quand même pendant 56 ans. Je faisais partie des carrières longues puisque j'ai commencé à 10 ans. Je l'ai prise à 62 comme un couillon d'ailleurs parce que j'aurais pu l'apprendre à 58. Je le savais pas. Donc j'aurais pu continuer à travailler. Donc j'ai perdu énormément d'argent de retraite pendant 5 ans. Mais bon, je ne le savais pas. Tant pis, c'est fait, c'est paumé, c'est paumé. Maintenant, voilà, je profite et je fais avec ce que j'ai. Si je veux m'acheter une Ferrari, j'ai pas les moyens. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir une Ferrari? Voilà, si, comme tout le monde, j'ai eu avoir cette envie, étant jeune, quand je voyais un mec jeune de mon âge qui passe en Ferrari, oh là, il a de la chance.
Puis après, on s'aperçoit tout ça du moment qu'on a une bagnole qui nous amène du point A au point B. Voilà, il y a des choses, vous savez, qui se relativisent en vieillissant. On se dit, de quoi a-t-on véritablement besoin pour être heureux? Bah, si on regarde bien, c'est pas grand-chose. J'ai pas besoin d'avoir le dernier téléphone à la mode, comme tous les jeunes qui dépensent une fortune, le dernier ordinateur à la mode, la dernière bagnole à la mode. Non, j'en ai rien à foutre de tout ça. L'ordinateur, il fonctionne, j'ai un téléphone, il fonctionne, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir le dernier iPhone à 1500 balles ou 1600 balles. Jamais j'ai mis un prix comme ça, même à l'époque quand je travaillais, je trouvais ça con. Jamais. Et mon fils, pour ça, qui lui aussi, comédien, il fait du doublage, et comme moi, il me dit, mais papa, c'est toi qui as raison, il n'est pas du tout comme plein de jeunes qui se font spolier parce que la pub à outrance et qu'on a l'impression d'être des cons s'ils n'ont pas telle ou telle chose vis-à-vis de leurs copains. Ça, c'est ce qu'on leur met dans le crâne pour qu'ils achètent, pour les transformer en consommateurs gloutons. C'est complètement con. Mais ils le comprendront un jour, il faut le temps. Voilà. Et avez-vous autre chose à ajouter? Bah, non, moi j'ai ajouté que ce dont vous avez envie d'entendre parler, non, ajoutez, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis un homme heureux. Je suis heureux vraiment pour conclure d'avoir eu la carrière que j'ai eue. Alors, ça aurait pu être mieux. Ça peut toujours être mieux, mais ça aurait pu être tellement moins bien ou ne jamais exister. Combien j'ai eu d'amis, moi, je suis entré à l'école des enfants du spectacle qui s'appelle l'école Rognoni maintenant, qui va fêter d'ailleurs dans très peu de temps ses 100 ans. Je n'irai pas parce que c'est 1000 kilomètres aller-retour, voilà, c'est un peu loin, où j'aurais pu revoir d'anciens élèves de l'époque où j'y étais, j'y ai passé 6 ans. Mais voilà, je suis quelqu'un d'heureux, je suis content de la vie que j'ai eue. J'ai eu la chance de faire un métier que j'aimais et de pouvoir en vivre surtout. Parce que combien j'ai rencontré de copains qui, comme moi, au même âge que moi, ont commencé, qui étaient des petites stars, qui ont tourné, trucs, ça marchait très fort pour eux, et que du jour au lendemain, ont été rayés de la carte, on les a oubliés pour telle ou telle raison, et qui étaient des bons, et qui n'ont pas pu continuer, et qui ont été obligés de prendre des boulots autres, parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut bouffer, parce qu'il faut gagner de l'argent. Donc moi, alors attention, hein, il m'est arrivé dans ma vie de pas avoir de boulot pendant 2-3 ans et de faire tous les métiers du monde. Hein. J'ai été serveur, j'ai été barman, j'ai été infirmier, j'avais fait des études d'infirmerie en même temps en me disant tiens, on sait jamais, si jamais j'ai pas de boulot, au moins que j'ai un truc de sûr. Voilà, c'est vrai que j'ai fait tous les petits métiers du monde, livreur. J'ai tout fait, je sais pas ce que j'ai pas fait. Parce qu'il fallait bouffer, parce qu'il y avait un loyer d'une chambre de bonne à l'époque à payer, mais que bon, tout ça avait un coût et le quotidien, quoi. Mais comme tout le monde, comme tout être humain. Donc, voilà, aujourd'hui, j'en arrive à dire, j'aurai 67 ans début août prochain, de me dire, quand même, quand je regarde en arrière, j'ai eu la chance de faire des trucs extraordinaires dans mon métier, qui m'ont plu, qui m'ont permis de gagner ma vie bien, raisonnablement, tout le temps, en tout cas ces 30 dernières années, et de me dire, bon, voilà, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Je suis conscient, je dis, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai rencontré des gens très bien, même que je regarde parfois, je dis, quel talent il a, mais quel talent, mais quel monstre. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour eux. C'est l'injustice de la vie. Hein. Il n'y a pas de justice dans la vie. Alors bien sûr, comme on dit, faut faire partie des meilleurs parce que mieux on est, plus on a de chances d'y arriver. N'oublions jamais qu'un très bon ou un moyen, c'est le même prix. Hein. Le doublage, par exemple, c'est le même tarif. C'est quand les gens disent ouais, c'est dégueulasse le doublage, c'est difficile, on peut pas y rentrer, c'est chasse gardée. Je dis c'est faux, c'est mensonger de dire ça. Je dis parce que les plateaux de doublage, moi maintenant. Pourquoi? Parce que les compagnies, les majeures américaines ont dit interdit parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur film avant que ça sorte de par des images avec le téléphone et tout ça. Donc, ils interdisent maintenant les plateaux, sauf pour les gens qui travaillent. À l'époque, on pouvait y venir, mais il n'y a pas si longtemps encore, il y a 4-5 ans. Et
Moi, quand je dirigeais, il y a des gens qui arrivaient dans les studios où je travaillais en me disant, bah voilà, je suis comédien, est-ce que je pourrais assister? Mais bien sûr, venez, asseyez-vous, regardez. Et si j'avais le temps ce jour-là, ou si j'avais pas le temps ce jour-là parce qu'on avait du retard, ou peu importe quelle raison, je disais, revenez demain, j'enregistre toute la semaine ou 10 jours sur ce film, j'aurai un peu plus de temps parce que ma journée de demain est moins chargée. Et venez, je vous fais passer un essai. Si le type était bien, je me disais, bah tiens, prochain film, je vais penser à lui, le mettre sur un petit rôle, parce qu'il faut débuter. Je vais pas prendre le risque de mettre sur un grand rôle, parce que s'il se plante, c'est moi qui me plante et j'ai des comptes à rendre aux clients. Donc je suis là pour faire mon métier le mieux possible. Mais voilà, mais tous les directeurs artistiques faisaient ça. Alors quand les gens disent, ouais, ces trucs, je dis, mais attendez, essayez d'aller voir une répétition de théâtre quand impossible. Essayez d'aller sur un film pendant qu'il se retourne, pendant que le film se tourne et de rencontrer le réalisateur, mais même pas en rêve. Alors, quand on me dit que le doublage est fermé, j'ai envie de leur dire, écoutez, allez vous faire foutre, hein, ça va, stop. Alors après que les places soient chères, c'est vrai, parce qu'il y a déjà, par rapport à l'époque où j'ai commencé, on devait être 500 comédiens à faire du doublage. Maintenant, on doit être 5000, 6000, je ne sais même pas. On est devenus beaucoup plus nombreux. Mais il y a aussi beaucoup plus de films. Moi, quand j'ai commencé, il y avait qu'une chaîne. Maintenant, avec Netflix, toutes les chaînes, enfin, il y en a des centaines et des centaines. Donc, il y a beaucoup de choses à doubler. Mais là aussi, les meilleurs vont bosser et que voilà, il y a eu tellement cette mode du doublage depuis qu'on en parle, mais ça c'est depuis les réseaux sociaux, que tous les gens, j'en rencontre, comment dire, dans les conventions, me disent, comment on fait pour devenir doubleur? Je dis d'abord, ce qu'on appelle un doubleur, c'est la société de doublage. Voilà, ça c'est eux qu'on appelle des doubleurs, qui emploient des comédiens que nous sommes pour réaliser leur doublage. Bon, les gens nous appellent doubleurs maintenant, voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais et je leur dis, mais attendez, les mecs, c'est pas du karaoké, il suffit pas de lire. Je dis, quand tu vas doubler un grand comédien, je le cite celui-ci souvent parce que j'adore ce qu'il fait, Anthony Hopkins. J'ai dit, mais tu imagines le talent qu'il faut avoir pour doubler un acteur de cette dimension? Il faut que toi-même, tu sois un sublime acteur. Et pour devenir un sublime acteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut travailler beaucoup. Comme un très bon menuisier. C'est pas au bout d'un an, ni au bout de 2 ans qu'on devient un très bon menuisier. C'est peut-être 10 ans de travail ou 20 ans de travail pour faire partie des meilleurs. Eh bien, la comédie, c'est pareil. Donc, je leur dis, commencez par les cours de théâtre, par la comédie. Mais eux, comme ils sont fans de doublage, de jeux et tout, bah, ils veulent devenir doubleurs, comme ils disent. Bah non, les mecs, ça n'existe pas. C'est comme si je voulais devenir médecin, mais sans faire médecine, ou en 6 mois. Bah non, les mecs, médecin, c'est 10 années d'études, et ensuite spécialisation, encore 3, voire 5 ans. Les mecs se font 15 ans d'études, ils commencent à 20 ans, ils commencent à professer, ils ont 35 ans. C'est pas simple. Mais je dis, mais les comédiens, c'est pareil. Je dis, attendez, ne croyez pas que c'est comme ça, on s'invente. Non, non. Il faut se nourrir. Et pour se nourrir de ces choses et comprendre des choses dans le jeu de l'acteur, mais c'est tous les jours. Même moi encore aujourd'hui, j'ai des trucs à apprendre. Et chaque fois que je travaille, j'apprends des choses nouvelles. Bien évidemment, parce qu'on est dans une recherche, parce qu'on est dans une pensée, puis parce que plus on va travailler, plus, bien évidemment, notre technique de jeu va s'améliorer. C'est comme un pianiste, hein. Plus vous jouez, plus vous allez devenir virtuose et habile avec votre clavier ou avec les cordes de votre guitare. C'est pas au bout de 2 ans qu'on devient un excellent guitariste. C'est des années de travail. Et les mômes ont l'impression de dire, ah ouais, je vais devenir doubleur. Mais non, les mecs, mais non. J'ai commencé par le B.A.-ba. Tu veux faire de la musique, tu commences par apprendre le solfège, voilà, et prendre des cours de guitare. C'est tout. Eh ben, tu vas devenir comédien, puisqu'il s'agit de comédiens. Nous sommes tous, et j'insiste là-dessus, des comédiens confirmés à part entière. Je dis, ben, il faut apprendre la comédie. Et comme je dis aux jeunes, je dis, t'as pas d'argent, tu vis en province, dans toutes les grandes villes de province, il y a des conservatoires, parfois gratuits, ou en tout cas, si c'est payant, c'est très peu cher, si on compare avec des cours de comédie privés. Je dis, voilà, tu commences comme ça,
tu apprends ton métier, et après, comment on fait? Je dis, ben après, comment on fait? Je dis, ben c'est comme le mec qui cherche du boulot dans n'importe quel domaine. Il faut aller frapper aux portes. Et voilà. Et essayer de se présenter. Et on va te recevoir ou pas. Je dis, mais j'ai vécu la même chose. Le nombre de fois où on m'a dit, en allant voir des metteurs en scène ou des réalisateurs de cinéma, en disant, oui, ben laissez-nous des photos. Déjà, ça nous coûtait cher, les photos, hein. On laissait des photos. On vous rappellera, monsieur. Et on me rappelait jamais, mais c'est pas arrivé 10 fois. C'est arrivé en 56 ans de travail, mais des milliers de fois. On ne m'a jamais rappelé. Et puis à un moment, on vous rappelle. Et puis sur le truc, on vous rappelle, vous allez rencontrer des gens qui refont notre film et qui vous rappellent. C'est comme ça. Ça s'appelle la vie. Mais ça, c'est dans tous les métiers, hein. À moins d'avoir papa qui est charcutier, on rentre dans la charcuterie de papa, avec qui on va apprendre aussi, et au bout d'années de pratique, on deviendra aussi un excellent charcutier. Mais c'est pareil, c'est pas en 6 mois. C'est la même chose. Si on veut être un bon dans ce métier et faire partie, espérer de faire partie des meilleurs, ben faut travailler beaucoup. Je ne connais aucune autre solution. C'est le travail qui va faire. Alors après, il y en a qui travaillent moins, et qui sont plus doués, et d'autres qui vont être obligés de travailler, mais comme des dingues, pour être pas trop mal, mais qui seront jamais merveilleux. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans toute profession. Il y a des gens, c'est des génies. Voilà. D'autres, non. Il y a eu Léonard de Vinci, mais il n'y en a pas eu 25 000. Voilà. Il y a eu Mozart, il y a eu Beethoven, il n'y en a pas eu 25 000. Tous les musiciens, si excellents soient-ils, sont pas tous devenus des Mozart et des Beethoven. Et dans la comédie, c'est pareil. Et dans la menuiserie, c'est pareil. Et dans la bouffe, c'est pareil. Tout le monde ne devient pas un grand chef. Voilà. Eh bien, merci pour cette petite interview. Mais de rien, Jonathan. De rien. Donc voilà ce que je suggère. Si des jeunes veulent faire ça, ben, qu'ils commencent par le début, pas dire je veux faire du doublage et tout, ça n'existe pas. C'est d'apprendre à jouer la comédie, de devenir comédien. Et parce que c'est quoi le doublage? C'est une corde de plus à l'arc, hein. On a tous choisi d'être comédien. Notre rêve, c'est peut-être pas de devenir un des grands ponts du doublage. Non, non, c'est de jouer au théâtre, de tourner. Et dans le métier de comédien, ben, il y a plusieurs choses qui s'offrent à lui. C'est-à-dire de faire du doublage de films, de faire maintenant depuis quelques années de doubler des films vidéo, d'enregistrer des documentaires, de faire des voix pour la publicité, voilà, tout ce qui est le milieu de la voix, mais avant tout d'un jeu d'acteur. J'en vois qui me disent « Ah, mais j'ai une belle voix, on m'a dit que j'avais une belle voix ». Je dis « Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Peu importe la voix que tu as. Ce qu'il faut, c'est que tu sois un excellent comédien. Après, avec ta voix, qu'elle soit aiguë, nasillarde ou quoi que ce soit, tu seras pris pour des rôles en fonction de ça. Mais la première chose, c'est de savoir, tu peux avoir la plus belle voix du monde. Tu es reconnu être la plus belle voix du monde, mais si tu sais pas t'en servir, ça te servira à quoi? Juste que les gens, quand tu leur parleront, te disent « Oh, vous avez une belle voix ». Tu veux t'en servir de cette voix et jouer la comédie, apprends la comédie. Voilà. Je peux rien dire de plus. Allô? Oui, oui, je suis toujours là. Ah, je croyais que ça avait coupé. Oh non. Eh bien, merci. Mais de rien, Jonathan, j'ai mon téléphone, voilà. Mais de rien, avec plaisir. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je remercie encore une fois Patrick Borg pour cette petite interview. Et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode du 7e art à domicile.